Bonjour les amis de la toile, heureux de vous retrouver pour cette troisième édition sur le thème des films fantastiques et de science-fiction pour les années 60. Une époque de révolution, d'évolution du cinéma vers d'autres univers. Et vous pouvez me croire, voici une décennie où le choix n'a pas été facile. Dans cette vidéo, on va explorer les piliers américains de la science-fiction et du fantastique qui ont absolument tout changé. Et vous verrez qu'en une décennie, les choses ont réellement évolué. Et à la fin, vous connaissez le concept, ce sera à vous de décider lequel est le plus grand de tous les temps. Vous ferez votre classement à travers vos 3 films préférés. Vous me les donnerez dans vos commentaires. C'est une période charnière, coincée entre la trouille de la bombe atomique et l'optimisme démesuré de la conquête spatiale. C'était la guerre froide, la contre-culture, les grands bouleversements sociaux, et au milieu de tout ça, le cinéma qui explose de créativité. La science-fiction et le fantastique américain de cette époque, ce n'est pas juste du divertissement, ce sont des miroirs tendus d'une société en pleine crise, des cauchemars paranoïaques et des rêves d'un futur lointain. On va donc remonter le temps pour découvrir 10 films que j'ai sélectionnés pour vous, qui peuvent paraître parfois sans relation, mais qui ont non seulement défini leur époque, mais qui ont surtout posé les bases pour ce qu'on va ensuite adorer. Vous l'avez compris maintenant, le vrai but du jeu, c'est qu'à la fin, ce soit vous, la communauté, les gens qui me suivent et ceux qui vont me découvrir, eh bien, d'élire le champion de la décennie. Alors, installez-vous bien, prenez de quoi prendre des notes peut-être, et on embarque tout de suite pour un voyage au cœur des 60s. J'attaque avec un classique absolu adapté du roman visionnaire de H.G. Wells, réalisé par George Pal, La machine à explorer le temps, 1960. Le film nous raconte l'histoire d'un inventeur qui, à bord de sa machine, file jusqu'en l'an 802 701. Et oui, et la surprise, l'humanité est coupée en deux. D'un côté, les Héloïse, des êtres passifs et magnifiques qui vivent à la surface, et de l'autre, les Morlocks, des créatures cannibales qui vivent sous terre et se servent des Héloïse comme garde-manger. Alors pourquoi il est si important? Eh bien parce qu'il ouvre la décennie sur l'un des thèmes majeurs de la science-fiction, le voyage dans le temps, comme critique sociale. La dégénérescence de l'humanité, la peur de l'autre, la lutte des classes, tout est déjà là. Petit fait amusant, les effets spéciaux ont décroché un Oscar. George Pal a utilisé du stop motion et des maquettes pour montrer le temps qui s'accélère, une prouesse visuelle qui a marqué tout le monde et influencé des générations de cinéastes. On change de dimension avec Le Voyage fantastique de Richard Fletcher, 1966. Le pitch est l'un des plus géniaux de la décennie. Pour sauver un savant menacé par la guerre froide, une équipe et leurs sous-marins sont miniaturisés et injectés dans son corps. Ils ont 60 minutes pour détruire un caillot de sang dans son cerveau avant de retrouver leur taille normale. Ce film est une pure merveille d'aventure et de science-fiction. Pour la première fois, l'infiniment petit devient un univers à explorer, à la fois magnifique et mortel, avec ses propres monstres comme des anticorps. Les effets spéciaux, récompensés eux aussi par un Oscar, étaient hallucinants pour l'époque. On se souvient tous naturellement de Raquel Welch naviguant dans les artères. Plus qu'une prouesse technique, le film est un pur thriller, une course contre la montre où le corps humain est le champ de bataille. Son influence sur la pop culture est immense, de l'animation aux publicités. La chute de la maison Huster de 1960. Eh bien là, on change complètement de registre pour le fantastique gothique avec la première adaptation d'Alan Edgar Poe par le duo de légendes Roger Corman et Vincent Price. L'histoire? Un jeune homme arrive dans la demeure lugubre de son ami Roderick Usher et y découvre une maison littéralement vivante qui ronge ses habitants et une famille écrasée par une malédiction. Ce film est une pure leçon de cinéma, fait avec 3 bouts de ficelle, à peine 200 000 $ de budget et tourné en 15 jours. Corman a réussi à créer une atmosphère de cauchemar poisseux qui a défini l'esthétique de l'horreur pour des années. Vincent Price, avec son jeu théâtral et macabre,
est juste parfait en aristocrate décadent hanté par ses démons. Plus qu'une simple histoire de fantôme, le film nous dit que la vraie horreur n'est pas extérieure, mais bien intérieure. Elle vient de notre propre esprit et de nos familles. C'est un tournant. L'horreur quitte les monstres en latex pour s'infiltrer dans la psychologie humaine. Pour Les Innocents de 1961, effectivement, je triche un peu. On fait un petit crochet par l'Angleterre, mais vous allez voir, c'est indispensable, car Les Innocents est un chef-d'œuvre absolu de l'horreur psychologique, justement. On est en plein dedans, et son onde de choc a frappé de plein fouet le cinéma américain. Le film suit une gouvernante, Miss Giddens, engagée pour s'occuper de 2 orphelins dans un immense manoir isolé. Très vite, elle se persuade que les enfants sont possédés par les esprits maléfiques des anciens amants qui hantent les lieux. Ce qui rend ce film si terrifiant, c'est son ambiguïté. La maison est-elle vraiment hantée ou la gouvernante seule et frustrée est-elle en train de perdre la tête? Le film ne donne jamais de réponse claire, nous laissant dans un doute insupportable. C'est un film qui joue avec nos nerfs en suggérant plus qu'il ne montre, prouvant que notre propre imagination est bien plus puissante que des monstres. Son influence sur la façon de filmer la peur aux États-Unis est juste incalculable. Si Les Innocents ont ouvert la porte à l'horreur psychologique, La Maison du Diable, The Haunting, 1963, l'a défoncé à coups de bélier. Réalisé par le grand Robert Wise, le film réunit 4 personnes dans un manoir réputé hanté pour enquêter sur des phénomènes paranormaux. L'une d'entre elles, Eleanor, une femme fragile et solitaire, devient la cible préférée de la maison. La force de la Maison du Diable, c'est qu'il n'y a quasiment aucun effet spécial. La peur est entièrement créée par le son, les angles de la caméra et le montage. Des portes qui semblent respirer, des bruits de pas dans les couloirs, des voix venues de nulle part. Le manoir lui-même devient un personnage, une entité vivante et malveillante. Le réalisateur Robert Wise a délibérément isolé l'actrice Julie Harris sur le tournage pour qu'elle ressente la même solitude que son personnage. Résultat, un chef-d'œuvre de terreur suggestive qui nous rappelle que ce que l'on ne voit pas est 1000 fois plus flippant que ce que l'on voit. On arrive à un film plus rare mais essentiel pour comprendre une certaine branche de l'horreur, Pacte avec le diable de 1966, porté par la grande Joan Fontaine dans son dernier grand rôle au cinéma. Le film nous plonge dans un petit village anglais en apparence parfait. Joan Fontaine y joue une institutrice qui se remet d'un choc nerveux et qui commence à soupçonner que derrière les sourires polis se cache une secte de sorcières. Ce film, produit par le mythique studio Hammer, est un pionnier du folk horror. Il installe l'idée terrifiante que le mal n'est pas dans un château lointain, mais ici, dans la communauté, cachée sous le vernis des traditions. C'est quelque chose que l'on retrouve beaucoup à cette période dans les films fantastico-horreur. C'est l'angoisse du complot, de la paranoïa qui s'installe, où la gentille voisine est peut-être la grande prêtresse d'un culte maléfique. Une ambiance unique. En 1964, on bascule dans le post-apocalyptique avec la toute première adaptation du roman culte de Richard Matheson, Je suis une légende. Vincent Price, encore lui, joue le docteur Robert Morgan, l'unique survivant d'une pandémie qui a transformé l'humanité en créature vampire. Le jour, il fortifie sa maison, la nuit, il est assiégé par ses anciens voisins qui l'appellent par son nom. Même si c'est une production italo-américaine à petit budget, son influence est colossale. C'est ce film qui a posé les bases de l'apocalypse zombie moderne. L'image de l'homme seul, barricadé, luttant pour survivre dans un monde en ruine. C'est devenu un cliché, mais c'est lui qui l'a inventé. George A. Romero dira lui-même que c'est de cette inspiration directe que La Nuit des Morts Vivants a vu le jour. Et c'est génial de voir Vincent Price à contre-emploi. Ce n'est plus le méchant gothique, mais un homme ordinaire, un scientifique brisé, devenu chasseur de monstres par pure nécessité. On a déjà voyagé dans le temps, visité des manoirs hantés et exploré le corps humain. Si ce voyage vous plaît, c'est le moment parfait pour lâcher un petit pouce bleu et de vous abonner pour ne pas rater les prochaines explorations. Alors,
on s'accroche et on arrive sur des films qui ont littéralement changé la face du cinéma. En 1968, l'horreur ne se cache plus dans un vieux château, elle emménage dans un immeuble, juste à côté de chez vous. Réalisé par Roman Polanski, Rosemary Baby raconte l'histoire d'un jeune couple qui s'installe dans un appartement new-yorkais à la réputation sulfureuse. Rosemary tombe enceinte et devient de plus en plus parano, convaincue que ses voisins, un peu trop sympas, font partie d'une secte satanique qui a des projets pour son bébé. Ce film est un pur chef-d'œuvre de paranoïa. Polanski filme tout du point de vue de Rosemary, nous enfermant avec elle dans son angoisse et son isolement. Est-elle vraiment victime d'un complot ou d'une psychose? Le film joue avec cette ambiguïté jusqu'à la révélation finale absolument terrifiante. Mia Farrow s'est tellement investie qu'elle a beaucoup maigri pour accentuer la fragilité de son personnage. C'est le film qui a fait du satanisme un sujet grand public et qui a prouvé que le mal peut avoir le visage rassurant de notre voisin de palier. La même année, en 1968, on y revient, un jeune réalisateur nommé George A. Romero reprend le concept donc de Je suis une légende et le transforme en une bombe politique. Dans la nuit des morts vivants, un groupe de survivants se barricade dans une ferme alors que les morts, sans aucune explication, reviennent à la vie pour dévorer les vivants. Tourné en noir et blanc, pour 3 fois rien, 114 000 $, ce film a tout réinventé. Les monstres sont une masse anonyme et implacable, mais la vraie horreur ne vient pas des morts, elle vient des vivants, incapables de s'entendre pour survivre. Le film est une critique au vitriol de la société américaine et des tensions raciales et de son chaos. Choisir un acteur afro-américain, Dwayne Jones, pour jouer le rôle rationnel et courageux, était un acte politique ultra fort en 1968. C'est le film qui a donné naissance aux zombies modernes et à l'horreur comme commentaire social. La planète des singes, 1968. Alors pourquoi ce film? Eh bien parce qu'il est la synthèse parfaite de tout ce que la science-fiction des années 60 a fait de mieux. Un groupe d'astronautes mené par le cynique Taylor s'écrase sur une planète inconnue. Stupeur, ce monde est dominé par une société de singes intelligents qui parlent, tandis que les humains muets sont chassés comme du bétail. Le film de Franklin G. Schaffner est tout à la fois une aventure haletante, une satire sociale féroce et une fable philosophique. Il parle de racisme, de fanatisme religieux, de la peur de la science. Les maquillages sont révolutionnaires, ils ont aussi reçu un Oscar d'honneur. Mais ce qu'il a gravé dans le marbre, c'est son twist final. Je ne vous ferai pas l'affront de vous raconter cette fin. Je pense que tout le monde le connaît, et pour ceux qui ne le connaissent pas, eh bien, il faut garder le suspense. C'est le coup de poing final d'une décennie qui avait peur de sa propre destruction. Ce film a tout, l'action, la réflexion et une fin qui vous hante à jamais. C'est du grand art. Le couronnement parfait d'une époque dorée. Et voilà, notre dernier voyage de la science-fiction et du fantastique des 60s est terminé. Je vous l'avoue, il est très éclectique. De l'exploration temporelle à l'apocalypse d'un monde ravagé par la bombe et autres épidémies, ces films ont été le sismographe de leur époque. Ils ont capturé la peur de la guerre froide, les espoirs de l'espace et les angoisses d'une société en crise. Ils ont innové, choqué et surtout ils ont créé un héritage qui continue de nous fasciner. Bien sûr, un film manque à l'appel qui rentre parfaitement dans cette décennie et dans ce thème. C'est 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick, considéré par beaucoup comme un film culte. Alors, ne me noyez pas dans vos commentaires pour me dire que c'est intolérable de ne pas mettre ce film dedans. C'est vrai qu'il est peut-être d'une importance capitale pour le cinéma, mais eh bien, je ne fais pas du tout partie des fans inconditionnels de Kubrick et je ne me vois pas faire la rétrospective de ce film, tout simplement. Donc, désolé, mais il ne fera pas partie de ma sélection ni de la vôtre du coup. Maintenant, je pense que vous avez quand même de quoi vous amuser avec les 10 films nommés. La parole est à vous, ne l'oubliez pas. C'est à vous de faire votre classement pour ce 3 films qui sortiraient du lot dans ceux que je vous ai proposés. Les plus cités seront retenus et puis ben, je vous proposerai comme d'habitude de voter via un sondage pour le meilleur des meilleurs de cette décennie.
et je ferai donc la rétrospective du film gagnant. Merci d'avoir regardé, à très vite pour une nouvelle plongée dans l'histoire du cinéma, une nouvelle décennie, un nouveau genre. Maintenant, vous connaissez le concept et je vous retrouve aussi sur On se fait une toile pour les très grands classiques. Voilà, ciao, ciao, portez-vous bien comme d'habitude, bonne toile. Bye bye.